Tu as déjà eu ce moment, tu reçois ta paye, tu te dis « cette fois, je vais vraiment mettre de l'argent de côté », tu ouvres ton application bancaire, tu regardes le solde, et puis quelque chose se passe. Une petite voix dans ta tête dit « t'inquiète, tu commenceras le mois prochain ». Et avant même de t'en rendre compte, l'argent est parti. Les factures, une sortie, un achat que tu n'avais même pas planifié, et tu te retrouves exactement au même endroit qu'avant, mois après mois, année après année. Et la question que tu ne poses jamais vraiment, c'est pourquoi? Pas pourquoi j'ai pas assez d'argent, mais pourquoi, même quand tu en as, tu fais toujours les mêmes erreurs. Je m'appelle John et je passe beaucoup trop de temps à penser à la psychologie derrière l'argent. Si tu es quelqu'un qui travaille dur, qui gagne correctement sa vie mais qui n'arrive jamais vraiment à avancer financièrement, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que personne dans le monde de la finance personnelle ne veut vraiment aborder. Pas les budgets, pas les investissements, pas les stratégies d'épargne. On va parler de la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à construire de la richesse. Et cette raison, elle n'est pas dans ton compte en banque, elle est dans ta tête. Plus précisément, dans des blessures émotionnelles que tu portes depuis des années, parfois depuis l'enfance, et dont tu ignores totalement l'impact sur tes finances. Voici le truc. La plupart des gens pensent que la gestion de l'argent, c'est une question de mathématiques. Gagner plus que tu dépenses, investir la différence, répéter. Et oui, techniquement, c'est exact. Mais si c'était vraiment aussi simple, pourquoi est-ce que des études montrent que 78% des Américains vivent paycheck to paycheck, même parmi ceux qui gagnent plus de 100 000 $ par an? Réfléchis à ça une seconde. Des gens qui gagnent 6 chiffres, qui ont un bon travail, une bonne éducation, et pourtant, ils sont à 2 semaines de la catastrophe financière si quelque chose se passe. Ce n'est pas un problème de mathématiques, c'est un problème de psychologie. Écoute, je vais te poser une question honnête. Est-ce que tu t'es déjà dit des choses comme « l'argent, c'est pas fait pour moi » ou « dans ma famille, on n'a jamais été riche » ou encore « je mérite pas vraiment de gagner autant ». Si tu as eu une de ces pensées, même une seule fois, je veux que tu m'écoutes très attentivement pour la suite de cette vidéo. Parce que ces pensées ne sont pas anodines. Ce sont des symptômes d'une blessure émotionnelle profonde qui sabote activement ta vie financière chaque jour. Les psychologues appellent ça les money scripts, les scripts financiers. Ce sont des croyances inconscientes sur l'argent que tu as développées dans ton enfance, souvent avant l'âge de 7 ans. Et ces croyances, tu les as absorbées comme une éponge, de tes parents, de ta famille, de l'environnement dans lequel tu as grandi. Le problème, c'est que la plupart de ces croyances sont fausses, ou du moins elles ne s'appliquent plus à ta vie d'adulte. Mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il continue d'agir comme si tu avais encore 7 ans et que l'argent était quelque chose de dangereux, de honteux ou d'inaccessible. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une étude publiée dans le Journal of Financial Therapy a identifié 4 types principaux de money scripts. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le money avoidance, l'évitement de l'argent. Ces gens croient que l'argent est mauvais, qu'il corrompt, qu'il crée des problèmes. Résultat, inconsciemment, ils se sabotent pour ne pas en avoir trop. Le deuxième, c'est le money worship, l'adoration de l'argent. Ces gens pensent que l'argent est la solution à tous leurs problèmes, qu'ils ne seront jamais assez heureux tant qu'ils n'en auront pas plus. Résultat, ils dépensent compulsivement pour compenser un vide émotionnel. Le troisième, c'est le money status, l'argent comme statut social. Ces gens lient leurs valeurs personnelles à leur patrimoine. Résultat, ils dépensent pour paraître riches plutôt que pour devenir riches. Et le quatrième, c'est le money vigilance, la vigilance financière. Ces gens sont obsédés par l'épargne, mais sont tellement anxieux qu'ils n'arrivent jamais à profiter de leur argent ni à investir correctement. Maintenant, tu penses peut-être « Ok John, c'est intéressant, mais en quoi ça m'affecte concrètement ?» Voilà en quoi. Prenons un exemple très réel. Imagine 2 personnes, appelons-les Marcus et David. Tous les deux ont 28 ans, tous les deux gagnent 55 000 $ par an. Mathématiquement, ils ont exactement les mêmes opportunités, mais Marcus a grandi dans une famille où l'argent était un sujet de tension constant. Ses parents se disputaient régulièrement à cause des dettes. Il a entendu des phrases comme « on n'est pas riche nous » ou « l'argent ne pousse pas dans les arbres » des centaines de fois. Inconsciemment, Marcus associe l'argent au stress, à la honte et au conflit. Alors même adulte, avec un bon salaire, chaque fois que son compte bancaire commence à grossir, son cerveau crée une anxiété. Et pour soulager cette anxiété, il dépense. Parfois sans même se rendre compte. Un dîner par-ci, un nouvel écran par-là, et son solde redescend à un niveau confortable pour son subconscient, c'est-à-dire presque rien. David, lui, a grandi dans une famille où l'argent était discuté normalement. Pas parfaitement, mais normalement. Il a vu ses parents épargner, investir, prendre des décisions financières conscientes. Pour David, l'argent n'est pas chargé d'émotions négatives. Alors quand son compte grossit, il ne ressent pas d'anxiété, il ressent de la sécurité. Et cette sécurité l'encourage à continuer.
À 38 ans, avec exactement le même salaire pendant 10 ans, Marcus a 12 000 $ d'économie et 8 000 $ de dette. David, lui, a 87 000 $ investis dans un portefeuille qui continue de croître. La différence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le salaire, c'est la blessure émotionnelle non résolue de Marcus qui pilote ses décisions financières à sa place. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de l'argent. Ton comportement financier est émotionnel à 90% et rationnel à 10%, pas l'inverse. Le docteur Brad Clones, l'un des chercheurs les plus reconnus dans le domaine de la psychologie financière, a passé des années à étudier ce phénomène. Ses recherches montrent que nos comportements financiers destructeurs, la dépense compulsive, l'évitement des finances, le jeu, l'accumulation pathologique, sont presque toujours liés à des expériences émotionnelles passées. Et le plus troublant dans tout ça, la majorité de ces comportements sont entièrement inconscients. Tu ne te dis pas consciemment « je vais saboter mes finances aujourd'hui ». Ton cerveau le fait à ton insu pour te protéger d'une douleur qu'il a apprise à éviter des années auparavant. Je te donne un autre exemple. Il y a un phénomène qu'on appelle le plafond de revenus émotionnel. C'est l'idée que ton subconscient a un montant d'argent acceptable au-delà duquel il commence à créer des obstacles. Si tu as grandi en entendant que les gens riches sont mauvais, égoïstes ou corrompus, ton subconscient va activement résister à ce que tu deviennes riche. Pourquoi? Parce que devenir riche dans ta programmation interne signifie devenir une mauvaise personne. Et personne ne veut être une mauvaise personne. Alors, inconsciemment, tu fais des choix qui te maintiennent à un niveau financier avec lequel ton identité est à l'aise, même si ce niveau est insuffisant pour construire une vraie sécurité. Des études ont même montré que des gens qui gagnent soudainement de l'argent, des gagnants de loterie par exemple, reviennent à leur niveau financier initial dans les 5 à 7 ans dans près de 70% des cas. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la programmation émotionnelle qui s'exprime. Alors maintenant, la vraie question, comment est-ce qu'on brise ce cycle? Comment est-ce qu'on commence à guérir cette blessure émotionnelle pour qu'elle arrête de contrôler nos finances? Je vais te donner 3 étapes très concrètes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. La première étape, c'est l'identification. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne vois pas. Alors je veux que tu fasses cet exercice. Prends une feuille de papier ou ton téléphone, peu importe, et réponds honnêtement à ces questions. Quels sont les premiers souvenirs que tu as de l'argent dans ton enfance? Est-ce que l'argent était un sujet de tension dans ta famille? Qu'est-ce que tes parents disaient sur l'argent, sur les riches, sur la pauvreté? Comment te sens-tu émotionnellement quand tu vois ton solde bancaire baisser? Et comment te sens-tu quand il monte? Ces réponses vont commencer à révéler tes scripts financiers inconscients. Et juste le fait de les voir clairement à l'écrit, de les nommer, change quelque chose dans ton cerveau. Les neuroscientifiques appellent ça le labeling effect. Nommer une émotion ou une croyance réduit son emprise sur toi. La deuxième étape, c'est la dissociation consciente. Une fois que tu as identifié tes scripts, tu dois apprendre à les remettre en question en temps réel. Voilà comment ça marche concrètement. La prochaine fois que tu t'apprêtes à faire une dépense non planifiée ou à éviter de regarder tes finances, je veux que tu poses cette question. Est-ce que je fais ce choix parce que c'est ce que je veux vraiment ou est-ce que je réagis à une émotion? Cette pause de 5 secondes, c'est littéralement la différence entre agir consciemment et laisser ta blessure décider à ta place. Ça semble simple, ça ne l'est pas, parce que les émotions sont rapides et nos rationalisations sont brillantes. Ton cerveau va trouver 1000 bonnes raisons pour justifier la dépense. Mais si tu t'entraînes à faire cette pause systématiquement, tu commences à créer un espace entre le stimulus et la réaction. Et dans cet espace, tu reprends le contrôle. La troisième étape, c'est la reconstruction identitaire. Et c'est là que la plupart des conseils financiers échouent complètement. Ils te donnent des stratégies, des budgets, des tableaux, mais ils ne t'aident pas à changer l'identité fondamentale que tu as de toi-même par rapport à l'argent. Parce que voici le truc, tu ne peux pas agir de manière durable d'une manière qui est incompatible avec l'image que tu as de toi-même. Si dans ta tête tu es quelqu'un qui a du mal avec l'argent, tu vas continuer à avoir du mal avec l'argent, même avec les meilleures stratégies du monde. Alors la question devient, comment est-ce qu'on change cette identité ? La réponse, c'est ce que le chercheur James Clear appelle les Identity-Based Habits dans son livre Atomic Habits. Plutôt que de te fixer des objectifs financiers, je vais économiser 500 $ ce mois-ci, tu commences à te définir différemment. Tu dis, je suis quelqu'un qui prend soin de son avenir financier. Et ensuite, tu prends de petites décisions qui confirment cette identité. Économiser 10 $, lire un article sur les investissements, regarder ton compte bancaire sans anxiété. Chaque petite action est un vote pour cette identité. Et avec le temps, cette identité devient réelle, parce que tu l'as prouvé à toi-même, action après action. Maintenant, tu penses peut-être, ok John, c'est intéressant, mais est-ce que ça veut dire que je dois faire de la thérapie pour devenir riche?
Pas nécessairement. Même si je vais pas mentir, pour certaines personnes, travailler avec un thérapeute ou un conseiller financier formé en psychologie peut faire une énorme différence. Mais pour beaucoup d'entre vous, ces 3 étapes, identification, dissociation consciente, reconstruction identitaire, peuvent déjà transformer en profondeur votre relation à l'argent, sans avoir besoin de rien d'autre. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tes difficultés financières sont probablement pas dues à un manque d'intelligence, à un manque d'opportunités ou même à un manque de revenus. La recherche est claire là-dessus. Le docteur Thomas Stanley, dans son livre The Millionaire Next Door, a étudié des milliers de millionnaires américains sur plusieurs décennies. Et il a découvert que la grande majorité d'entre eux n'avaient pas de revenus exceptionnels. Ils avaient des revenus moyens ou légèrement supérieurs à la moyenne. Ce qui les différenciait, c'était la relation psychologique à l'argent. Ils ne voyaient pas l'argent comme une source de stress ou de statut, ils le voyaient comme un outil, neutre, fonctionnel. Et cette perception les libérait pour prendre des décisions rationnelles plutôt qu'émotionnelles. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand tu commences à guérir ta relation émotionnelle à l'argent, quelque chose d'inattendu se passe. Les stratégies financières, le budget, l'épargne, l'investissement deviennent soudainement naturelles, presque faciles. Pas parce qu'elles sont devenues plus simples mathématiquement, mais parce qu'elles ne se heurtent plus à une résistance émotionnelle inconsciente. Tu n'as plus besoin de te forcer à faire les bonnes choses, tu les fais parce qu'elles sont alignées avec qui tu es devenu. Imagine ça concrètement. Si tu commences aujourd'hui, à 30 ans, à investir 400 $ par mois dans un fonds indiciel avec un rendement annuel moyen de 8%, à 60 ans, tu auras environ 590 000 $. Sans génie financier, sans investissement risqué, juste de la constance. Mais cette constance, elle n'est possible que si ta psychologie est alignée avec ton objectif. Si chaque mois tu te bats contre une blessure émotionnelle qui te dit que l'argent est dangereux ou que tu ne mérites pas de l'accumuler ou que les riches sont mauvais, tu vas craquer. Tu vas dépenser, tu vas trouver une excuse et ces 590 000 $ n'existeront jamais. C'est le vrai coût de la blessure émotionnelle que tu ignores. Ce ne sont pas seulement les quelques centaines de dollars que tu dépenses inconsciemment chaque mois. C'est la fortune que tu n'accumules jamais parce que ton cerveau sabote silencieusement chaque tentative de le faire. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. À propos de la richesse, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Les stratégies viennent en second, l'identité vient en premier, la psychologie vient en premier. Et ça, aucun tableau Excel, aucune application de budget, aucun livre de finances personnelles ne peut te le donner si tu ne fais pas d'abord ce travail intérieur. Je sais que ça peut être inconfortable à entendre, on préfère toujours penser que notre problème financier est externe, que si on gagnait plus, tout irait mieux, que si l'économie était différente, on s'en sortirait, que si on avait eu les mêmes chances que les autres, on serait dans une meilleure position. Et peut-être que certaines de ces choses sont vraies, mais tu as aussi plus de contrôle que tu ne le crois. Et ce contrôle commence par comprendre ce qui se passe vraiment dans ta tête quand il est question d'argent. Fais l'exercice dont je t'ai parlé. Et commence, lentement, à te raconter une histoire différente sur toi-même et sur ce que tu mérites financièrement. Parce que tu mérites la sécurité, tu mérites la liberté et tu mérites de ne plus avoir à t'inquiéter de ton compte en banque à la fin du mois. La blessure existe, mais elle n'est pas permanente et la première étape pour la guérir, c'est de décider de la regarder en face. Tu as déjà fait ce premier pas en regardant cette vidéo jusqu'ici. Alors si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi, mets un pouce bleu et partage-la avec quelqu'un dans ta vie qui en a besoin. Parce que les meilleures choses qu'on peut faire pour les gens qu'on aime, c'est parfois de leur tendre un miroir. À la prochaine!